Ça fait plaisir. On va être bien mon gars. Petite pêche à l'ancienne. Mmh. Voilà, donc pour vous expliquer un peu le topo, là on est tout simplement sur ton étang, Constantin. Exactement. Et on va se faire une pêche à la cool comme on faisait il y a déjà quasiment 10 ans. C'est ça. Et on va pêcher au feeder, voilà, on va essayer de pêcher un peu le tout venant. T'as quand même pas mal de poissons dans ton étang. C'est ça, pour vous restituer le contexte avec Arwan, on est vraiment amis d'enfance. Ouais. On se connaît depuis qu'on a à peu près 13 ans. On se connaît depuis la 5e et on est devenus potes en 3e. Voilà. Et bah, il se trouve que mes parents font leur jardin, ont cet étang ici. Ouais. Il y a quand même une belle population de poissons. J'ai fait un format ici avec Tristan où on s'était bien amusé au feeder. Et l'idée c'est de faire la même chose avec Arwan, peut-être tomber sur des plus gros poissons. Et surtout, c'est quoi le concept, Arwan? Voilà, c'est pas que ça, c'est que sur Instagram, on vous a demandé de nous poser des questions. Et là aujourd'hui, en même temps qu'on pêche au feeder, on va répondre à toutes vos questions, donc que ce soit sur notre métier, sur la vie un peu plus perso, un peu tout, toutes les questions qui sont beaucoup revenues et celles qu'on a sélectionnées, on va y répondre en vidéo en même temps que pêcher. N'hésitez pas à nous retrouver d'ailleurs sur Instagram Ouais. si vous voulez nous joindre pour plus de contenu. J'imagine que tu vas mettre tout ça en description. Évidemment, comme d'habitude. Et On puis, a du matos ici. Voilà, les cannes sont préparées, les cache feeders sont mises, donc écoute, on va commencer par mettre l'amorce. Exactement. En fait, on est en hiver ici. On a pas mal d'appâts différents, on va vous montrer tout ça. On a acheté de l'amorce, j'ai mon seau d'amorce, on va préparer ça. Au niveau de la stratégie Arwan, tu vois, il y a un arbre dans l'eau ici et un deuxième arbre dans l'eau là. C'est globalement les deux grosses structures qui sont dans l'eau. Ouais. Et en hiver, les poissons sont très léthargiques, ils vont être plutôt ici. C'est ça. Donc en amorçant sur cette zone-là, l'idée c'est quand même de regrouper, de faire sortir les poissons et de les mettre en activité. Et pour vous donner un antécédent, sur les temps avant c'était recouvert d'herbier. Du coup mon père, il y a 20 ans, il a mis des amours blancs qui étaient comme ça. Maintenant ils sont comme ça. Ouais, ils sont énormes, on les a vus plein de fois. Et puis ce qui est bien, c'est que tu as un peu de tout et en pêchant en feeder, ça va pas sélectionner. Et malgré tout, on n'est pas à l'abri de tomber sur une surprise, sur un gros poisson. Donc on a pris quand même des cannes un peu costauds. Ouais, exactement. Bon, Tiens, je veux bien l'amorce là. Hop. Voilà mon chef, c'est toi le patron de l'amorce, donc c'est parti. On l'avait vu sur la vidéo avec Tristan. Donc j'avais un reste d'amorce ici que j'avais fait avec Tristan. Je vais mélanger avec un petit peu d'eau. Et on va faire des boulettes. Et qu'on va lancer juste devant là. Ça va être très sympa. En plus, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que de la carpe. Alors on a de l'amour blanc, de la carpe commune, mais on peut tomber aussi sur de la grosse brème, de la tanche, du carassin. Donc ça, c'est ça qui est génial aussi avec cette pêche en hiver. D'ailleurs, quand le carnassier est fermé, c'est une super alternative. La pêche au feeder, il y a moyen de s'amuser. Ouais, c'est clair. Voilà, regardez ça. Belle boule là. Ouais. Ça commence. On n'a pas encore commencé à répondre aux questions. Non, il faut préparer le matos. Une fois que le matos est prêt, on se pose dans nos chaises et là on répond à vos questions. Ça. Une bonne pêche de papy comme on est. Ah bah ouais, des fois ça fait plaisir. Et revenir aux sources quand même, c'est quand même bien. Ouais, ça fait plaisir franchement. Voilà, une devant ici. Bon là, je pense que les carpes Amour Blanc et compagnie sont au courant qu'on est là. Ouais, ils ont pas peur des ploufs ici, ils savent qu'il va y avoir à manger. Donc une devant l'arbre là. Voilà. Et on va s'en mettre une belle. Voilà. Ah super. Bah, on va être pas mal je pense. Là on est bien là. Et on va garder cette amorce là pour les mettre dans les cages feeder. Ouais, carrément. C'est ça qui va être intéressant aussi avec le feeder du coup, c'est qu'on a des cages. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. On a des cages comme ça et ça permet de glisser de l'amorce dedans. Et ça va, en la tassant bien du coup, ça va diffuser pendant un long moment. Et puis proche de l'appât qu'on va mettre sur le petit hameçon. Donc franchement c'est une technique qui est vraiment cool. Je te propose de montrer. Ouais carrément. Tac. Donc ce qu'on fait c'est que on prend cette petite cage là. On l'enfonce. On l'enfonce comme ça, on vient hop tasser l'amorce autour de la cage, bien la compacter. Ouais. Le montage va se tomber sur le fond, ça va se diffuser. Et en dessous on aura notre appât. Voilà, on va choisir, on a des asticots, on a des verres. Je pense qu'on va mettre différentes choses pour voir sur quoi ça mord. Puis, Et ça c'est la canne puissante parce qu'on va la lancer proche des arbres pour pas se faire casser. Exactement. Ça m'était arrivé avec Tristan, on était dégoûtés, c'était vraiment un gros poisson. Tu m'étonnes. Asticot c'est quoi? C'est ça? Ouais. Parfait, tiens je te passe ça. Merci. Hop. On devrait être pas trop mal. Du coup ça donne ça, voilà. Ouais, bonne ribambelle de... C'est parfait. D'asticots. Allez, exactement ce qu'il faut. Pour lancer. Peut-être essayer un peu de regarder. Celle-ci, si tu arrives à la lancer vraiment devant les... devant l'arbre là-bas,
Devant l'arbre là-bas? Ouais. Je vais essayer. Je promets rien. Fais gaffe hein, parce que c'est pas facile. Oui, bah je sais bien. Hop. Vas-y, je te filme. Moment de vérité. Vas-y doucement. Oh, super, super, tu pouvais pas mieux faire. Enfin, j'ai envie de te dire, t'es bon, tu l'es pas. Mais si le prochain lancer il est pas rendu dans l'arbre. Voilà. Impeccable. Bon Constant, ça y est, c'est le moment de répondre aux questions. Les cannes sont posées. On attend les touches. Voilà, on attend les touches et c'est l'occasion pendant ce temps-là de répondre à toutes les questions qui ont été posées sur Instagram. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir mon téléphone. Toi, tu vas me passer le tien, moi je vais te passer le mien. Et comme ça, on va... J'ai préparé le mien, je peux vous dire, vous nous avez posé une sacrée liste de questions là. Ouais, on va essayer de répondre aux... Alors il y a des questions qui sont pas hyper pertinentes et par contre il y a des questions qui reviennent souvent, donc on va répondre à celles-ci. Et il y a des questions aussi très intéressantes. Ouais. Donc ça c'est cool. On va essayer de vous citer aussi quand vous avez des... Ouais. Pas des pseudos étranges. Ou pas trop imprononçables quoi. C'est ça. Et bah écoute, c'est On intervertit les téléphones. Voilà, c'est parti. Alors, c'est ta vidéo Erwan, donc je vais commencer par toi. Vas-y, dis-moi. Alors, comptez-vous un peu plus pêcher la truite? Alors, j'ai envie de dire oui et non. On va vous exposer un peu les travers de YouTube via cette question justement. Parce que personnellement, j'adore pêcher la truite. Le premier souci, c'est que je dois faire pas mal de routes déjà pour accéder au premier spot à truite. Parce que sinon, les truites sauvages en Bretagne, il faut vraiment aller à plus côté Finistère, tout ça. Et ça fait de la route et malheureusement, on n'a que des petits poissons. Donc si on veut aller traquer les plus gros, il faut faire énormément de route. Et le problème aussi, c'est que malheureusement, la truite, c'est un poisson délaissé sur YouTube qui ne plaît pas beaucoup. Donc forcément, niveau statistique, c'est pas forcément dingue. C'est un peu dommage à dire, du coup, vu qu'il y a beaucoup de routes à faire, beaucoup de frais, et une vidéo qui va peut-être moins bien marcher. Sans parler à proprement parler de rentabilité, à un moment donné, on s'y retrouve pas, c'est dommage, mais je vais essayer d'en faire quand même quelques-unes cette année parce que j'adore pêcher ce poisson. Ça avait l'air du coup d'être posé à nous deux, donc moi par contre, ouais, j'ai prévu un beau format truite sauvage dans les montagnes, donc ça va arriver. Ah, ça c'est super. Ça c'est cool, surtout je fais très peu de truite. Ouais. Non, il y a moyen de se régaler franchement. Et ben écoute, on va passer à la question d'après. Je vais regarder un peu ce que tu as qui sort un peu du lot. Il y a eu beaucoup de questions aussi personnelles. Il y a eu des questions si on gagnait notre vie, ce genre de choses sur YouTube. Tiens là, question qui est pas mal revenue, je sais, chez moi aussi. Okay. Pourquoi au leurre et pas la pêche à la carpe? Ah, et ben tout simplement parce que c'est, je pense que je peux répondre pour nous deux, c'est notre passion. La pêche au leurre, en fait, c'est notre passion avant tout. Même si là, on est en train de pêcher la carpe, c'est plus une alternative quand la pêche est fermée. On aime évidemment toutes les pêches et tous les poissons, mais cette pêche dynamique, aller traquer le poisson plutôt que le poisson vienne sur nos appâts, je trouve que c'est cool. Même dans les vidéos, c'est quelque chose de plus aventure, plus dynamique. Et c'est une approche qu'on aime avec Erwan. C'est ça. Moi, pour être honnête, je fais quelques sorties carpe à l'année, de nuit, avec mon frérot Médo le Capot. Et j'avoue que je kiffe bien. Mais le souci étant aussi, c'est que dans ces saisons-là, les carpes sont beaucoup plus actives la nuit. Et filmer de nuit, ça demande beaucoup plus de matériel. Faut de la lumière, tout ça, c'est pas forcément évident. Et j'ai pas envie de vous proposer une vidéo en dessous de la qualité habituelle. Mais je verrai cette année. Mais bon, pour peut-être régaler un peu tout le monde, j'essaierai peut-être de faire un format carpe avec Mehdi, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez bien avoir un peu plus de carpe. Peut-être qu'on essaiera. C'est un super poisson, c'est vraiment un très bon poisson. C'est question de goût parce que la pêche de la carpe c'est vraiment cool. Je préfère au leurre mais ça reste très cool. Par contre, carpe en été à vue, exceptionnel. C'est comme si on pêchait au leurre en fait. C'est une pêche à vue, on voit la carpe arriver. C'est exceptionnel, sur des petits poissons, c'est un régal. Tu peux pêcher avec des cannes plus light, c'est cool. Et là, du coup, on est sur une approche qui est similaire au leurre, on est sur une approche dynamique, on vient chercher le poisson. Et tout l'inverse de ce qu'on fait maintenant. Tout l'inverse de ce qu'on fait maintenant, mais là, ça tombe bien, du coup, on prend le temps de répondre à vos questions. C'est ça, là on est peinard. Alors, et à ton tour. Alors, que pense votre famille de votre métier en général? Elle est intéressante. C'est intéressant comme question ça. Ouais. Alors parle peut-être de, connaissant ta situation, de comment
à évoluer leur façon de voir ton métier. Ouais, c'est ça. Au tout début, ils comprenaient pas trop, pour être tout à fait honnête. Ils se disaient, forcément, que ce soit les grands-parents ou autres, au début, ils se disaient, c'est pas un métier, c'est pas viable, faire des vidéos sur Internet, tu vas pas vivre de ça. Et puis au final, avec le temps, ils ont vu que je me suis professionnalisé dans les vidéos, ils se rendent compte aussi de l'impact que ça peut avoir après avoir des discussions. Donc au début, bon, c'est pas question qu'ils s'en fichaient, mais ils suivaient un peu de loin. Et puis maintenant, des fois, ils commentent, ils suivent vraiment d'assez près, et puis ils me soutiennent dans les projets, donc c'est vraiment cool. C'est avec l'évolution de la chaîne et puis de la professionnalisation aussi. Oh là, c'était dur. Hein. Il y a trop de syllabes dans le mot. Non, mais forcément, avec l'évolution, leur comportement vis-à-vis de ça a évolué. Et puis maintenant, ils me soutiennent, donc c'est cool. Et puis il y a au début, c'est avant tout, on fait ça pour la passion. Puis après, on voit qu'on peut aussi gagner un petit peu d'argent, donc on se professionnalise et de fil en aiguille, en fait. On arrive à vivre pleinement de notre passion, donc c'est le cas. Ça répond peut-être à une autre question qui est tombée. C'est vraiment notre métier à temps plein, on vit de ça. Et le fait de le prouver aussi, de vivre de notre passion, à partir de là où on gagne des sous, les mentalités changent aussi. C'est pas juste bon, les gars ils vont s'amuser à la pêche toute leur vie et il y aura rien de concret. Là, il y a quelque chose de plus concret, quoi. Ouais, puis ils voient aussi la quantité de travail, c'est-à-dire que quand ils voient que le matin on est parti 2 heures avant eux et qu'on rentre 2 heures après eux le soir, bon, ils voient bien qu'on n'est pas à rien faire, qu'on passe des heures devant le PC et qu'on travaille tout simplement. Donc, c'est un métier qui est un peu compliqué à comprendre pour l'ancienne génération, mais c'est un métier qui est aussi complexe, qui est multicasquette. C'est ça. Et quand on est à son compte, peu importe le métier, c'est beaucoup de sacrifices, c'est chronophage, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et en fait, on n'est jamais détaché du travail. On l'a dans notre main, le travail, sur le téléphone, les réseaux sociaux. C'est ça, tout le temps. Donc, mais malgré ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. C'est sûr que c'est incroyable. D'ailleurs, on rebondira sur ce sujet plusieurs fois par rapport à d'autres questions qui ont été tournées différemment, dont j'ai vu passer. Et puis aussi, surtout, on vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on peut vivre de notre passion. Donc, on vous remercie grandement. Alors à ton tour, du coup. Alors, je vais checker un peu, j'ai pas lu. J'ai une question sur les records. Ok, vas-y. Question plus légère. Question plus légère, moins profonde. Je te laisse dire tes records en général. Alors brochet, c'est 1m12. Ce qui est assez étonnant pour la petite anecdote, c'est que le record, c'est exactement le même que celui d'Erwan. Le même brochet. C'est pas juste la même taille, c'est le même poisson, quoi. C'est le même poisson. Alors sur une année d'intervalle, dans le même étang, on fait un poisson d'1m12. Ouais, c'est sur un plan d'eau privé. Sur un plan d'eau privé, bien sûr. Toi, tu l'avais fait en été, moi plus en début d'hiver, automne. C'est ça. C'était très intéressant du coup de voir la différence de morphologie du poisson. Ouais. Voilà, je m'étale un peu sur un autre sujet, mais sinon mon record brochet en rivière en public, c'est 1m8. J'ai fait pas mal de métrés, mine de rien. Après perche, c'est 46 cm en rivière. Après ça, black bass, c'est 55 cm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme poisson? Cendre, c'est 80. On a le même record. 87 en rivière. En rivière, ouais. Dans la Vilaine, à côté de chez nous, il y a très longtemps. Ça fait bien longtemps que j'ai pas battu ce record. Silure, je suis bloqué autour des 1m80 à peu près. J'ai pas fait encore mon 2 mètres. Pas de chance. Il y a quoi d'autre comme poisson? Je sais pas, chevenne, ça peut peut-être intéresser. Dédicace à Bike and Fish. 63. 63 ou 61, je sais plus. Non, je crois que c'est 63, on a 1 cm d'écart de mémoire. 63, c'était sur Redon que je l'ai fait. Avec un leurre que j'avais fabriqué à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme poisson? Là, il demandait pour la carpe, tu vois. La carpe, j'en sais rien. J'ai déjà fait des amours blancs qui étaient autour du mètre. Des belles communes, j'ai dû faire du plus de 10 kg, 10-15 kg, je pense. On a fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah si, en mer, barre de 70. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Bah, je vais peut-être répondre moi aussi du coup. Moi je vais donner que les records en public, après ça tient qu'à moi, mais c'est ce qui me fait vibrer, voilà. Parce que le 1m12,
Certes, c'est mon record, mais, mais je le compte pas en tant que tel parce que. Ouais, bah pour moi, mon vrai record, c'est ça. 1m8 sur le Cher avec C'est Sébastien Spring et 1m8 sur la Vilaine. Ouais. Pas Voilà. très loin de où on est. Exactement. Voilà. Et bah moi, du coup, pour mes records, pour le brochet, je l'ai pris cette année avec Léana. J'ai fait un brochet d'1,5 m en petite rivière, ça régale. Ouais. Donc très beau record. Moi, j'étais juste trop content parce que c'est un poisson que j'ai énormément traqué, notamment sur cette rivière. Donc très content de ce poisson-là. Ensuite, perche, j'ai fait 45 cette année. Là, j'étais bloqué à 43 ou 44. Ah oui, ça faisait longtemps que tu étais bloqué. Après, je pêche très peu la perche aussi, il faut se le dire. Ensuite, basse. Basse en France, dans le public, c'est 50,5. Sinon, en privé, j'ai fait 51,5. Et au Portugal, j'ai pas fait plus gros pour l'instant. Mais j'y retourne cette année. J'espère bien exploser ça. Après, cendre, c'est 87 dans le privé. Dans le même étang, on a fait le 1,12 m. Mais c'était non seulement c'était en privé, en plus c'était un poisson sur frais. Voilà, je pêchais le brochet, je l'ai pris comme ça, donc qui a pas, pour moi pas trop de valeur. Sinon c'est 80 dans la Vilaine aussi. Donc j'en ai fait, je crois que dans la Vilaine j'ai dû en faire 3 poissons qui faisaient 80 piles. Après c'est pareil, je pêche très peu le cendre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Silure, c'est 2,8 m au vif et dans les 1,80 m au leurre. Donc ça c'est pareil, j'aimerais bien le battre. Truite on a oublié tout à l'heure. Ah oui? Truite au leurre, ça doit être dans les 37, 38 au leurre et comment dire, au Véron Magné, dans une rivière où il était plus censé rester de truite sauvage. Ah oui. J'avais fait un poisson qui faisait 48 dans le centre de la France chez mes grands-parents. Okay. Dans les petites rivières bien polluées par les vignes. Truite, je pense que je suis à 30-35. Ça. Ouais. J'en ai fait une un peu plus de 35 dans la Vilaine aussi. Ouais, mais non, mais ça c'est hallucinant. Truite sauvage, hein. Non, mais c'est hallucinant. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Chevenne, je suis à 64. J'ai fait un monstre, je pensais que c'était un amour blanc le truc. Et en carpe, je crois que je suis à 14 kg, donc un poisson que je pêche très peu aussi. Mais voilà un peu le topo des records. Et barres? Barres, oula, c'est encore léger. 59. 59, mais je le pêche très peu. Mais vous inquiétez pas, cette année c'est obligatoire, je vais le battre. Je vais aller avec mon frérot Julien, on va aller taquiner les barres en surface, là, on va se régaler. Et ben je pense qu'on a fait le tour des records. À ton tour. Ouais. C'est à mon tour. Vous avez quel âge? Alors on peut y répondre rapidement. Ouais. 23 ans tous les deux. 23 ans tous les deux, exactement. Ah, ça fait pratiquement 10 ans qu'on est meilleurs potes et qu'on pêche ensemble. Ouais, ça fait quasiment 10 ans. Quasiment 10 ans, ouais. À peu de choses près, ouais, c'est ça. Il faudra fêter ça, hein. Ouais, quand ça fera 10 ans, il faudra fêter. On va fêter ça. Hors caméra, bien évidemment. C'était une brève question, je te laisse enchaîner avec une autre. Tu vis de YouTube? Bonne interrogation. On y a un peu répondu tout à l'heure, du coup la réponse est oui. Ça fait combien de temps? Est-ce que c'est facile? Tu vois, c'est des questions qui sont revenues assez souvent. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ouais, j'aimerais bien faire un peu de prévention là-dessus parce que il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont du coup ce regard sur YouTube en général et sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu. Beaucoup pensent que c'est de l'argent facile, c'est hyper facile de se démarquer. Moi je suis absolument pas d'accord. Donc c'est bien d'avoir un bagage derrière. Je dis pas qu'il faut pas se lancer, au contraire, la preuve on l'a fait. Et c'est bien d'avoir un bagage, notamment des études. Voilà, on a chacun un diplôme. Même si on n'a pas été les plus assidus du monde pour le diplôme, au moins on l'a et ça fait un bagage au cas où parce que c'est un métier qui est hyper incertain. C'est pas de quoi l'avenir est fait, donc c'est important pour moi de mettre un petit point là-dessus. Et puis non, c'est pas évident. Moi, ça fait du coup. Bah, ça fait déjà 2 ans que tu 2 ans à temps plein. Et puis la première année, t'as. Ouais. Voilà. La première année, tu manges des cailloux, quoi. La première année, j'ai mangé des cailloux, du bon gros granit. Et puis, j'ai taffé énormément, beaucoup plus la première année. Mais c'était nécessaire, il fallait lancer la chose. Maintenant, je m'accorde un peu plus de temps libre. Bon, pas beaucoup non plus, mais un peu plus quand même. Et puis bah, ça monte tous les ans, donc c'est génial. Maintenant, j'arrive à en vivre et puis à en vivre correctement. Donc je suis très bien. Et puis bah, ça, c'est grâce à vous. Donc. La prévention, elle est très importante là-dessus parce que c'est un métier qui fait rêver vu de l'extérieur, derrière l'écran. Mais je pense que c'est au niveau des probabilités, c'est comme être footballeur professionnel. En fait, il y a tellement de youtubeurs, tellement de chaînes qui se créent. La seule différence, c'est qu'on peut pas donner l'excuse des croisés
pour YouTube. Ça c'est sûr. Mais en réalité, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail derrière. Et tous ceux qui vous disent ouais, c'est facile, vous pouvez vivre des réseaux, etc. En réalité, Vous pouvez en vivre, mais c'est pas facile. c'est pas du tout facile. Et puis si vous le faites, il faut qu'il y ait quand même des conditions qui soient remplies. Il faut pas se lancer comme ça sur un coup de tête, il faut que ce soit bien réfléchi. Il faut bien se renseigner. Il faut monter sa micro-entreprise pour commencer. Ah, puis il y a un point important aussi, c'est que nous concrètement, ce qui nous permet le plus d'en vivre, c'est les partenariats. Faut dire ce qui est. Étant donné que YouTube, évidemment avec les publicités que vous pouvez trouver dans les vidéos, ça rapporte de l'argent. Mais moi, je prends mon cas personnel, si j'avais que YouTube et pas de partenariat, je ne pourrais pas en vivre, concrètement. Donc c'est aussi un Il faut point diversifier important. ses sources de Voilà, revenus. il faut le savoir, donc c'est hyper important. Et puis merci aussi aux marques de nous soutenir dans ces projets-là. Ouais, on est combien en France? On est tellement peu à en vivre réellement à temps plein et de ne pas avoir d'autres activités complémentaires à côté. Dans le milieu de la pêche. Dans le milieu de la pêche. Mais je pense vraiment, Ça sincèrement... dépasse pas la quinzaine pour moi. Non, c'est moins de la quinzaine, je pense. Et sur des milliers et des milliers de chaînes YouTube. Ouais, on en voit beaucoup qui créent leur chaîne, qui se lancent, et c'est super. Mais sur la quantité de chaînes YouTube de pêche, on est très peu. Par contre, je vous conseille vivement de créer votre chaîne, de faire vos expériences, de le faire par passion, d'essayer de toucher des caméras. Moi, ça m'a apporté tellement personnellement et aussi professionnellement, mais j'ai pu m'exprimer à l'oral, avoir plus confiance en moi. Après, bon, ça a aussi d'autres contraintes de filmer ces sessions de pêche. Ça, c'est une question qui est revenue et qui est un peu plus bas. Ça y est, la petite ampoule, elle est juste là. J'ai récupéré mon idée. Je voulais aussi rebondir sur quoi ouais, c'est pas français. Ce que tu disais, voilà, en gros, concrètement, c'est que faut pas se lancer. Si jamais vous lancez sur YouTube, c'est avant tout par passion. Faut pas se lancer parce que ça peut rapporter de l'argent. Si vous partez dans cette idée-là, ça marchera jamais. Clairement, ça marchera pas parce que les gens vont le voir et c'est pas la dynamique. Nous, si on s'est lancé, c'est devenu notre métier parce qu'on a eu la capacité de le faire. Mais avant tout, c'était par passion. On y pensait depuis la preuve quand on était, je crois, tout juste au lycée ou même pas. On pensait déjà à faire une chaîne YouTube tous les deux qu'on avait créée en plus. Bon, on n'a jamais posté une vidéo dessus. Et puis toi, tu t'es lancé bien avant moi. Ouais, la chaîne elle a été créée en 2018, donc ça commence à faire un petit bout de temps qu'elle est là. Et ça fait plus de 3 ans que je suis à temps plein dessus. Maintenant, c'est plus juste une micro-entreprise, il y a une équipe derrière, j'ai ma société, donc ça a pris d'autres proportions encore. Mais pour en arriver là, les sacrifices sont titanesques. Ouais, il y a beaucoup de sacrifices, ça fait partie des choses beaucoup de travail. Il faut être passionné aussi par la vidéo, pas que par la pêche. Ouais, parce que mine de rien, certains pensent qu'on passe le plus clair de notre temps à la pêche. Bon, je vous garantis qu'on passe le plus clair de notre temps devant le PC, plus qu'à la pêche. Oui, et les sessions de pêche sont divisées par 2 en réel temps de pêche où la canne est mise à l'eau, puisqu'il y a la partie vidéo à gérer. Quoi. Ouais, c'est clair. Sur une journée de pêche, je pense qu'il y a la moitié de la journée qui est faite pour faire des plans, des explications, la mise en scène et en situation, tout ça. Et il y a vraiment une autre partie qui est plus pêche. Bah, je rebondis sur une autre question du coup qui était plus bas que j'ai vue. Erwan, en tant que youtubeur, est-ce que tu arrives à toujours prendre autant de plaisir qu'il y a 5 ans quand tu allais à la pêche? Parce que du coup, tu as la pression d'en vivre, de faire des vidéos. Et comment ça se passe dans ta tête? Pour être tout à fait honnête, je pense que je ne prends plus autant de plaisir. Je prends toujours du plaisir, mais c'est différent. C'est différent parce qu'il y a cette pression justement. Il faut arriver à s'en détacher, c'est dur. Je suis encore en train de faire un travail sur moi-même là-dessus, où je me mettais énormément la pression. Maintenant, moins, parce que je sais relativiser. Et je prends beaucoup plus de plaisir là, depuis quelques temps, sur mes sessions de pêche que fut un temps. Mais ce serait mentir que dire que c'est, en tout cas pour mon cas, que c'est pareil que quand il n'y avait pas de caméra. Parce que maintenant, forcément, c'est mon métier. Donc il y a cette notion-là que tu as dans la tête quand tu vas au bord de l'eau. Il y a la pression de faire du poisson. Et vu qu'on est extrêmement dépendant des conditions en général, que ce soit la météo, des conditions de pêche, concrètement, s'il pleut 30 mm dans la journée et que les poissons ne mordent pas, bah, il n'y a pas de vidéo, concrètement. Donc il n'y a pas de contenu, donc il n'y a pas de sous. Voilà, c'est aussi ça. Ouais. Ça met une grosse pression. Surtout que on parlait des marques tout à l'heure qui nous suivent. Évidemment qu'elles ont une attente envers nous. Si
si elles nous suivent, c'est qu'on doit produire du contenu aussi. Donc c'est important de le faire dans les temps et forcément ça nous met une pression inconsciemment qui flotte au-dessus de notre tête un peu tout le temps. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi. Après, moi je commençais à prendre de moins en moins de plaisir et depuis que Alexandre est rentré dans l'équipe, donc le cadreur de la chaîne Barre d'écume, donc c'est un véritable travail d'équipe, et ben, il me cadre et on vit une aventure à deux. Le fait de le partager, c'est encore plus enrichissant, encore plus passionnant. Et c'est lui qui porte sur ses épaules toute la partie logistique, cadrage. Ouais. Et moi, je peux un peu plus me recentrer sur ce qui me plaît avant tout, la pêche. Me recentrer du coup sur le moment présent, que ce soit moi dans la pêche ou moi avec un intervenant. Et tout de suite, c'est plus naturel et je reprends beaucoup plus de plaisir. Et quand la vidéo rentre, eh ben, le plaisir il est démultiplié. Ouais. Donc, et puis il y a la passion aussi de mon côté pour la vidéo et pour la pêche, donc ça combine deux passions. Donc moi je suis extrêmement heureux dans ce que je fais, mais c'est vrai que quand la pression est là, ça tape mentalement. Ouais, mentalement c'est un peu compliqué. Après, ben, on fait avec, on s'habitue. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, hein. Franchement c'est exactement ça. Mais ouais, j'entends bien que depuis ce changement, au niveau de ta façon de travailler, ça a joué sur le plus dur, c'est ce que toi tu fais. C'est tout gérer tout seul. Tu dois gérer la pêche, les vidéos, tout seul, et c'est une charge mentale qui est énorme. Forcément, c'est clair. Non, je suis d'accord, mais c'est pas parce que on se plaint entre guillemets en disant ça. C'est pas se plaindre, hein, c'est juste faire part des contraintes. C'est juste les contraintes et la véracité de ce qui se passe derrière les vidéos. Et pour autant, c'est juste un métier génial et puis moi je suis hyper heureux de le faire. Hein. Là il n'y a pas de débat là-dessus. C'est quand même une grande liberté. Ouais, énorme, de ne pas avoir de patron. Oui. C'est plutôt pas mal. Lever le matin pour faire ce que t'aimes, ça c'est la plus belle des motivations. Sauf quand il y a 30 mm de pluie. Là, et qu'on doit aller tourner, là, c'est pas drôle. C'est moins drôle. Quand t'as deux caméras qui crament sous la flotte, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Bon allez, on va passer sur une autre question. C'est peut-être à moi de t'en poser une question qu'on peut répondre rapidement, qui est un peu dans le lien avec les précédentes. À quel âge vous avez commencé les vidéos? J'avais 16-17 ans. T'avais 16-17 ans, ouais. Et moi, je veux pas dire de conneries, je devais avoir... Toi, c'était 2 ans. 19. C'était 2 ans après. 19 ans, je crois, ouais. 19 ans, ouais, j'étais en première année de BTS. Donc, ouais, ça, puis après, les vidéos vraiment costauds, sérieuses, c'était il y a moins longtemps, c'était il y a 3 ans, moi de mon côté. Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, et ça fait vraiment 1 an et demi que je me suis professionnalisé avec du matos beaucoup plus qualitatif, dès que j'ai pu. Ouais. Voilà. Ok, bon à mon tour du coup. Ouais, c'était une petite question, je vais t'en redonner une autre. Ok. Allez, une petite touche là, ça serait bien. Ouais, ce serait pas mal. On a un vilain vent et pas de touche pour l'instant. Donc, faut que les poissons s'activent. Heureusement, il y a de la question. Ouais, heureusement qu'il y a plein de questions. Alors, avez-vous des gros projets pour 2025? Si oui, lesquels? Voyage. Ouais, tout à fait. Je te laisse commencer. On a des gros projets. Il y a des trucs qu'on pourra pas dire pour l'instant. Il y a des trucs qu'on peut pas sortir, qui englobent plus que ma personne, on va dire, plein d'autres acteurs, et ça va faire un bien fou à la pêche. Ça, j'en ai aucun doute. Ouais. Pour des voyages, peut-être la Guyane et l'Asie. Incroyable. Voilà. Et peut-être Mission Musky avec Tom Couchou. Oh, c'est énorme. Peut-être. Voilà, je lance la perche ici. Ouais, Tom qui est réputé pour traquer les gros brochets en France. Et là, l'idée c'est d'aller chercher son cousin, le cousin du brochet, mais le cousin géant quoi. Se déboîter un peu l'épaule. Ouais, c'est ça. Là, tu lances des leurres gigantesques et le musky qui peut atteindre 1,50 m. Donc c'est un brochet géant. Ça fait un beau brochet là. Ouais. Un métré, c'est un pins. Donc après, ce qui va sortir prochainement, donc c'est un gros voyage que j'ai fait en Colombie. Ouais. Donc c'est vraiment le plus gros projet de la chaîne. Mais ça, du coup, ça a déjà été tourné. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Donc voilà, dans les grandes lignes. Après, il y a des belles choses dont je n'étais pas conscience, parce que les projets tombent au fur et à mesure aussi. C'est ça. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, moi de mon côté, pour ce qui est des voyages de sûr,
il y a le Portugal, du coup, c'est le projet avec les abonnés que je vous avais partagé sur Instagram notamment. Donc je vais partir avec, je crois qu'il reste qu'une seule place. Donc je pars pour l'instant avec 7 abonnés au Portugal, donc pendant une semaine ça va être incroyable. Ouais, c'est fait un peu colonie de vacances avec les abonnés, Ouais, ça va être- voyage de pêche, Ça c'est va être incroyable. trop cool, ça va être trop cool. Et puis on va être sur les bass boats, on va pouvoir pêcher des basses énormes. Et puis je vais faire une vidéo de tout ça que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Franchement j'ai vraiment hâte, ça va être incroyable. Il y a aussi l'Espagne dessus. Et ça c'est un projet que je ne peux pas parler pour l'instant, mais gros projet. Donc voilà ce qui est sûr en termes de voyage. Peut-être qu'il y en aura d'autres pour l'instant, je ne sais pas. Il y a tout ça qui est prévu, c'est déjà pas mal. Et en termes de projets autres que les voyages, j'ai pas nécessairement de grosses idées en tête pour l'instant. C'est plus des petites ébauches que j'ai à droite à gauche. Ça va se concrétiser au fur et à mesure. Mais du coup, cette année, avec un peu plus de liberté financière, pour être tout à fait honnête, ça va me permettre de faire des plus gros projets, de me déplacer un peu plus sur la France, de faire de plus grosses vidéos. Donc ça va aussi jouer dans les projets, je pense. Voilà un peu le topo. Donc, Ok. C'est déjà pas mal. Je vais essayer, je vais prendre des questions qui sont rapides et on y répond un peu cash au Ouais, tac au tac. Vas-y. Salut Erwan et Constantin, envisagez-vous de faire des battles, des petits formats compètes et tout ça? Ouais, Ça oui, on avait prévu, ouais, carrément. ça on a Je prévu. sais pas si c'était la question, c'était petit battle en compète genre YouTube entre nous, ou alors vraiment les compétitions. Ça a l'air d'être un peu entre nous, des petits formats compètes entre nous. Ouais, ça carrément. c'est prévu, on aimerait Ouais. bien faire ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer la pêche sur YouTube? Donc en gros de partager sur YouTube. Sacrée question. Sacrée question. C'est dur à dire en vrai, je trouve. Je pense que nous on n'a pas le. C'est différent entre toi et moi, je pense. C'est un tout. En fait, j'ai envie de dire c'est instinctif parce que quand on partait en session, déjà de base, je pense c'était de filmer nos sessions pour avoir des souvenirs. Ouais. Genre, imaginons qu'on ait une attaque de fou avec un broc, on se dit ouais l'action de fou. Et ben quel kiff maintenant de pouvoir revoir cette action Voilà, et elle est gravée à vie en fait. Mhm. Et puis après, il y a la partie où on enregistre et il y a la partie où on poste. Et si on s'est lancé, si perso je Moi me suis c'était pour lancé, vraiment les souvenirs. Hein. Les souvenirs au Ouais, début, c'est après ça. le partage, puis après Voilà. de voir que les gens ils apprécient. En fait, on se fait prendre dans une boucle. Ouais, c'est ça. Et c'est YouTube qui est bien fait pour ça en fait. Non mais c'est clairement ça. Et puis même si j'avais pas sauté le pas, même si on n'avait pas sauté le pas ensemble quand on l'avait dit et qu'on l'a fait chacun de notre côté après, l'envie était toujours la même en fait. Donc ouais non je pense que c'est pour ça. Hein. Pourquoi es-tu parti de chez Naze? Pourquoi tu es parti chez Naze? Ok, Ton nouveau partenariat. c'est ça. Donc j'ai eu pas mal de questions là-dessus, je me souviens. Alors pourquoi j'ai changé de partenariat? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette année il y a 3 sociétés qui vont me suivre. Il y a le shop Crazy Pêche qui est le premier à m'avoir suivi sur la chaîne. Donc ça bouge pas comme d'habitude. Ensuite il y a l'équipe Pafex qui me suit et ça me tient à cœur parce que c'est une entreprise française qui a été reprise par 3 jeunes et du coup le projet en tant que tel ça me correspond, je trouve ça sympa. Par exemple l'épuisette qui est juste là, c'est un produit français et ça me tient à cœur de présenter aussi des produits fabriqués en France. Voilà L'épuisette Pafex. qui est propre, pleine de terre et d'amorces. Elle a bien servi celle-là déjà. Ouais, elle a déjà bien servi. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Et puis il y a Naze. Il y a Naze aussi. Alors pourquoi j'ai choisi tout simplement de changer de partenariat? Parce que je me reconnaissais plus dans ce que je faisais. J'avais besoin de plus de liberté. Et Naze collait parfaitement à ce que je voulais. Déjà de base, j'avais bossé avec eux en premier il y a 3 ans, je crois. Et puis je trouvais que ça me correspondait plus. Au niveau de la DA, tout ça, les produits me plaisaient toujours autant. Et j'avais aussi besoin de plus de liberté personnellement pour d'autres projets que j'ai en tête. Et pour moi, c'était le bon choix et j'en suis très content. Moi, j'ai passé concrètement 2 belles années avec Babylone qui m'ont suivi pendant 2 ans. C'était vraiment super. Je pense que j'étais arrivé au bout de ce que j'avais envie de proposer avec eux. Et puis voilà un peu, mais c'était 2 belles années malgré tout. Ça y est, question de Julien Fishing. Je pense qu'elle peut être posée pour nous deux. Ouais. Comment on gère il appelle ça les gros orageux, donc je pense les haters. Ouais, les haters. Ou les personnes qui n'aiment pas ce qu'on fait ou peut-être qui n'apprécient pas le fait que certains spots soient dévoilés en vidéo, ce qui je comprends totalement. Il y a pas mal de points, je pense, pour lesquels il y en a qui nous aiment Bon, pas. alors là, c'est du coup comment tu gères, comment tu le vis en fait. C'est Comment ça, tu le vis, les commentaires négatifs, ce genre de choses. Parce que pour moi, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui nous aiment pas, c'est un fait, on a le droit de
Il y a tellement de contenu qu'on a le droit de consommer ce qu'on veut, qui nous aiment pas, qui nous regardent pas. Et ça, bah, Comme ça, plus de problème. il n'y a pas de problème, parce que moi, moi le premier, si j'aime pas le contenu de quelqu'un, je le regarde pas. Et puis il y a ceux qui nous aiment pas, mais regardent, et puis lâchent des commentaires méchants, envoient des messages privés à tout bout de champ. Menace de mort. Ouais, j'ai eu menace J'ai eu de aussi. mort. Menace de mort, vous vous rendez compte? On m'a même dit une fois que j'allais repartir en slip si je retournais pêcher du côté de Rennes. Moi, j'y suis retourné une bonne dizaine de fois, j'ai toujours mon slip et mes autres vêtements. Ça c'est marrant, mais bien souvent sur les réseaux, c'est facile derrière l'écran. On reçoit des commentaires bien francs, bien piquants. Et par contre, c'est bizarre, mais quand on croise ces gens-là en vrai, déjà on les croise très peu. Oui, mais Et peu de fois on les croise, sont moins virulents tout de suite. J'en ai croisé en vrai et ouais. Bah il se passe rien quoi. Non, clairement. Donc comment c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir au moins ouais, une discussion constructive avec ces personnes pour peut-être mieux comprendre. C'est clair. Et puis mais... bah du coup la vraie question c'est comment on gère les rageux. De mon côté c'est pas compliqué. Je réponds pas. Voilà. Quand la critique est constructive, attention, je la prends en note parce que la critique, si elle est constructive... par contre, on attend que ça. Si vous avez des critiques à nous faire sur la vidéo, sur nos vidéos, sur ce qu'on fait, etc., c'est avec grand plaisir. Voilà. Du moment qu'il y a du respect, de la politesse et que c'est constructif, moi j'y réponds avec grand plaisir et je le... Et nous, on attend que ça en fait, de s'améliorer. Ça passe par là. Ça passe par là en fait. Mais, si c'est juste de la haine, du déversement de haine, de la jalousie, en fait ça se ressent tout de suite. Ouais. Donc ça c'est pas intéressant. Et du coup dans ces cas-là, moi j'ai un outil qui est génial sur YouTube, c'est écrit masquer l'utilisateur de la chaîne, comme ça, il apparaît plus. Il apparaît plus et terminé. Voilà comment gère les rageux, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ces personnes-là, pour moi c'est pas utile. Donc, et moi bah, du coup c'est à peu près la même chose. Ça m'a impacté énormément parce que vu qu'on y met tout notre cœur, au début moi c'était pareil. Toute notre passion dans le travail, il suffit qu'on soit un peu fatigué et là on voit un commentaire méchant, ça peut vite très longtemps rester en tête, même s'il y a eu 50 000 commentaires positifs avant. Ça peut vraiment être dur, mais je suis parti du principe que c'est des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Oui. Et j'essaie de m'en détacher émotionnellement et me dire bon bah faut pas y accorder tant que ça d'importance. Finalement en fait, ce qui juge c'est barre d'écume, c'est la chaîne YouTube, c'est pas moi personnellement. C'est ça. Donc maintenant, ça m'impacte plus. Alors des fois c'est... Non, si toujours, mais je suis d'accord avec toi. Mais j'ai réussi à bien m'en détacher, mais ça m'a pris du temps. Moi c'est pareil que toi, au début je faisais hyper gaffe, maintenant... Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, puis forcément on est humain, de temps en temps on n'est pas forcément dans un bon mood, dans la bonne journée, et puis des fois on refait un commentaire alors qu'on a mis tout notre cœur dans un truc. Bon, comment vous dire qu'on a envie un petit peu des fois... c'est dur de se contenir, mais on a envie de lui rendre un peu la monnaie de sa pièce. Moi j'ignore toujours. Oui, j'ignore toujours, mais c'est pas l'envie qui manque des fois de répondre avec un peu de mordant, on va dire. Mais bon, on le fait pas parce que c'est de la perte de temps concrètement. Donc je pense qu'on aura bien répondu à la question de mon frérot Julien Siching. Voilà, à ton tour. Je vais te poser une question. Avez-vous une copine? Question personnelle. Question personnelle. Bah toi ça a déjà été répondu sur ta chaîne. C'est quand même fou, hein. C'est que là c'est mon téléphone, du coup c'est mes questions. J'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos avec ma copine. Donc je vais essayer d'en refaire d'autres, je sais que vous m'avez demandé. On va essayer d'aller. Il y a une question plus haut qui demandait, vas-tu refaire des vidéos avec ta copine? Je vais essayer, le truc c'est que forcément on a chacun notre travail et du coup c'est pas évident. Mais on va essayer de refaire des vidéos ensemble. Moi je veux absolument l'emmener en flotte tube déjà, dans un premier temps, et au silure. Et là je pense qu'on va rigoler. Là on va rigoler. Là, ça va être drôle, j'ai hâte de voir ça. Donc ouais, c'est prévu. Et bah moi j'ai également aussi une copine. Voilà. Et bon bah voilà, je vais pas m'étaler plus sur ma vie privée. J'aime pas m'étaler sur ma vie privée. Chacun sa vie privée, la question est répondue. Voilà, c'est l'essentiel. Exactement. Allez, à ton tour. Je vais t'en poser une. Là du coup je te pose une question qui me paraît bien intéressante. C'est imprononçable. Non mais la question c'est pourquoi tu ne m'invites pas pour pêcher avec toi? Ah bah ça c'est une bonne question. Ouais. On va essayer d'être un peu plus rapide sur les questions avec Arwan. Parce que c'est quand même un moment qu'on parle. C'est une bonne question. C'est vrai que moi quand j'ai lancé Instagram c'était pour pouvoir échanger avec vous. Mais tout ça, ça a grandi et il y a une frustration qui est arrivée, c'est que je ne pouvais plus répondre à tout le monde. Je sélectionnais carrément une journée de ma semaine pour vous envoyer des vocaux et répondre à tout le monde. J'ai bien répondu à peu près à 10 000 personnes depuis sur Instagram. Et j'ai des milliers et des milliers de demandes sur Instagram. Et par principe, si je dis oui à quelqu'un, il faudrait que je dise oui à tout le monde. Donc je ne le fais pas. Donc voilà la raison. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas.
Et donc voilà, merci de comprendre un petit peu mon positionnement, le positionnement d'Erwan aussi. Et c'est vrai quand vous nous voyez pêcher avec des abonnés en vidéo, c'est que souvent c'est des personnes qu'on a déjà rencontrées, on a déjà eu un lien social dans la vraie vie avec eux. Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Je pense que j'ai bien répondu. C'est ça, et puis sinon quand on fait des vidéos avec des abonnés, bien souvent ils ont soit des domaines privés, Attends, etc. faut que ça se déverrouille. C'est bon, Voilà. j'ai reconnu ma trogne. Bien souvent, ouais, c'est qu'on est avec des abonnés qui nous invitent sur leur domaine pour pêcher aussi. Bien souvent c'est ça, mais oui, des demandes pour aller pêcher avec vous, on en a, je sais pas, j'en ai 10 par jour. Mais c'est ça le truc, c'est que si on dit oui à une personne, on est obligé de dire oui à tout le monde. On ne peut pas faire de favoritisme, du coup c'est pas évident. Malgré que ce sera un plaisir de pouvoir faire... Chaque fois c'est un plaisir de vous croiser Voilà, au bord de l'eau, n'hésitez pas à venir nous voir, Ouais, échanger avec nous, c'est un plaisir à chaque fois. Si vous nous croisez, il ne faut pas hésiter. Et puis l'occasion de nous rencontrer, c'est plutôt sur des salons, sur des événements particuliers. D'ailleurs, on va faire le salon des pêches de Royan qui va se dérouler du 11 au 13 avril. Donc si vous voulez nous rencontrer avec Erwan, on sera là-bas. On sera présent, exactement. On aura notre stand et tout. Et ben, je t'en prie, tu peux passer à la question suivante, je pense qu'on y a bien répondu. Moi je crois que tu avais vu une question très intéressante de mon ami Romain Pêche. Alors oui, elle est là. Ouais, on peut y répondre assez rapidement, je pense. Quelle est votre vidéo la plus difficile à réaliser ? Moi ça va être très simple, c'est la vidéo au Maroc, qui était une expérience juste incroyable. Bon, c'était pas la meilleure des pêches parce qu'on est allé à la saison où ça mord le moins. Et c'était le but, c'était pour découvrir ensuite, pour lancer un guidage là-bas. Et malgré tout, c'était une expérience humaine unique. J'ai rencontré des gens incroyables là-bas, notamment mon ami Rachid et mon ami Tahar. Et j'ai passé quelques jours de dingue. Mais si c'était si difficile, c'est parce que c'était très très intense. Pour vous expliquer, on a passé 4 jours sur place avec Alex et toute l'équipe. Sur les 4 jours, on a fait quasiment 10 000 bornes en bagnole, donc ça fait énormément de temps sur la route. Et Alex, il a sa montre qui lui dit son rythme de sommeil. On a eu le même rythme de sommeil avec Alex. En 5 jours, on a dormi 14 heures. Donc c'était plutôt intense et les accès au spot étaient sportifs, etc. Donc ouais, c'était clairement... Tu as perdu beaucoup de poids sur ce voyage. 6 kilos en 4 jours, nickel. Bon, il y a du poids à perdre déjà de base, mais... Ça montre bien. C'était vraiment intense, c'était cette vidéo-là qui était la plus compliquée à réaliser, je pense. Et toi, de ton côté ? Moi, il y en a eu plusieurs. Tournage sur les lacs alpins, très très peu de sommeil, des journées énormes, sous le cagnard. Ouais, ça c'est très dur mentalement, quand tu peux passer 8 heures à lancer des gros leurres dans le vide sans prendre une touche. Voilà, c'est dur. Après, à chaque fois, les tournages les plus difficiles, c'est ceux qui combinent pêche compliquée, quand on est malade, quand les conditions météo sont mauvaises, donc très froid ou très chaud, et que ça ne mord pas et qu'il y a des soucis de matériel. Tout ça combiné et qu'il y a des enjeux financiers importants sur les projets. Alors là, on cumule tout ça. Je peux vous dire que c'est dur, mais... Un peu trop souvent à mon goût d'ailleurs. Bon, je pense qu'on a bien répondu à la question. Ouais, à ton tour. Je vais t'en poser une. Hop, alors, faut que je trouve. Ouais, j'en ai une qui est intéressante parce qu'on nous a demandé depuis quand on faisait des vidéos, mais là c'est depuis quand on pêche. Ah oui, c'est vrai, depuis quand on pêche? Oh là là, depuis que je suis tout petit, je pêche ici. J'ai commencé à pêcher ici, tout gamin, tout petit, avec mon père qui m'a fait pêcher mes premiers poissons à la ligne, au cou. Et après, le carnassier, c'est depuis que j'ai 12-13 ans et je me suis vraiment mis à fond avec Erwan. Donc globalement, ça fait 10 ans que je pêche intensément le carnassier, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, ça fait un peu plus longtemps que tu pêches intensément le carnassier, mais... Ouais, ouais, c'est sensiblement pareil. J'ai commencé à 4 ans avec la carpe. Ensuite, j'ai pas mal pêché la carpe, mine de rien, et puis un peu tout avec les appâts naturels. Après, j'ai pêché un peu au vif, mais pas beaucoup. Et ouais, ça doit être vers 11 ans que je me suis mis au carnassier au leurre. Et puis après, on s'est rencontrés, on est devenus potes en troisième, on avait 13-14 ans, puis là on s'est vraiment mis à fond au leurre ensemble pendant des années. Du coup, ça fait 19 ans que je pêche en tout, et ça fait 12 ans, on va dire, que je pêche au leurre. On va dire ça. C'est vrai que là, on est arrivé en 2025. On avait 13-14 ans quand on s'y est mis intensément, donc ça fait quand même un bout de temps qu'on pêche le carnat. Hein. Oh, ça fait un petit moment. Ouais, là, ça commence à faire un moment, je m'en rends compte. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je te laisse enchaîner avec une autre question. On en revient à une question que je trouve intéressante. Qu'est-ce qui a le plus contribué à ta réussite? À moi? Ouais. Et en toute franchise, il y a plusieurs paramètres. Ouais. Je pense que le paramètre
numéro 1, c'est la passion. La passion avant tout. Je suis ultra passionné par la pêche. Donc ça, c'est le facteur numéro 1. Le facteur numéro 2, c'est que je me suis aussi bien intéressé à progresser dans la pêche que dans la vidéo. Et si tu t'intéresses qu'à la pêche, bah, ça marche pas parce que la vidéo est importante. Si tu t'intéresses qu'à la vidéo et puis à la pêche, bah, du coup tu fais pas de poisson mais tu as une belle vidéo. Enfin, c'est un équilibre. Donc le fait que je me sois intéressé fortement aux deux et que je me sois pris de passion pour les deux, ça a joué. Ah, la professionnalisation des vidéos. J'ai toujours voulu rendre notre passion belle et intéressante. Ah, puis tu as été l'un des premiers à l'apporter sur des vidéos de pêche. Exactement. Il n'y a pas eu que moi évidemment, il y a plein d'autres acteurs. L'un des premiers. C'est ça. Et l'autre facteur important, ça a été un peu plus un contexte général. Il y a eu le Covid, le fait que je sois chez mes parents pour me lancer, donc pas trop de contraintes financières. C'est un tout qui a fait que la période a été propice, que j'ai pu me permettre de faire des vidéos, qu'à la sortie de mes études, la chaîne était à 50 000 abonnés, donc j'ai pu essayer de me mettre à temps plein. Tout ça, ça a fait que j'ai pu le faire. Donc il y a eu énormément de conditions, d'alignement de planètes qui ont fait que j'ai pu me le permettre. Et ça rebondit sur le fait que bah voilà, faut pas se lancer n'importe quand, n'importe comment. Il faut bien y réfléchir et c'est tous ces facteurs-là qui ont contribué à ma réussite. Et puis l'autre chose aussi, c'est la remise en question. Savoir se renouveler. Se renouveler et je pars du principe que bah, je n'ai pas raison, que rien n'est acquis. Et je me remets tout le temps en question et c'est sûr que bah, dans un an, il y a un gars qui va arriver et il va me mettre la pâtée. C'est sûr, j'attends que ça. Ouais, c'est clair. Et voilà, il faut tout le temps se remettre en question. Le temps se gâte. Hein. Voilà. Oh, pas sympa. Mais la question intéressante. Ouais, question intéressante. Bah, de mon côté, du coup, je vais peut-être y répondre aussi. Qu'est-ce qui a le plus contribué à ma réussite? Il y a plusieurs points, je pense. Le premier point qui est pour moi essentiel, c'est que je fais partie de ton entourage et que c'est non négligeable. Quand je me suis lancé, tu étais déjà bien installé sur YouTube et tu avais déjà une communauté, ce qui fait qu'en faisant des vidéos avec toi, fatalement, ça a permis de faire grandir ma chaîne à une vitesse. En fait, c'était un tremplin énorme. Parce que si tu n'étais pas là, clairement, j'aurais mis... Peut-être que je n'y serais pas arrivé, mais j'aurais surtout mis beaucoup plus de temps en fait. Ça t'a permis de sortir de la masse. Voilà, sortir du lot. Ensuite, le deuxième point, c'est beaucoup de travail. Voilà, je me suis donné corps et âme là-dedans. Ah bah oui, il y a le travail. Hein, enfin, j'oublie la passion qui est peut-être le plus important. La passion, et ce que j'essaie de transmettre, c'est ma passion à travers les vidéos. Je pense réussir à le faire du mieux que je peux. Et puis ouais, le troisième point, c'est beaucoup de travail, des heures passées au bord de l'eau, des heures passées devant le montage et des sacrifices. Voilà, des sacrifices. Sacrifier du temps libre, sacrifier des sorties pour et puis y croire, ouais, c'est ça. Et beaucoup. Ouais. Quand on est passionné, du coup, on ne compte pas et automatiquement, vu qu'on n'a pas l'impression de travailler, on travaille énormément. Ouais. Sauf qu'on finit par s'en rendre compte quand même et on sacrifie. Les 2 premières années, j'ai sacrifié toute ma vie sociale. Je ne sortais pas, je voyais difficilement mes amis. Mais c'est comme ça pour beaucoup d'entreprises en réalité quand on se lance. Hein, donc, ouais, il y a une touche là-bas. Dans le fond. Ouais. Il y a une touche sur la canne tout au fond. Qu'est-ce que j'ai grippé? Je sais pas, mais j'ai bien vu la canne. Okay. T'attends un petit peu. Ah oui, pile au moment où le poteau Léo nous a rejoint. Petite pause dans le tournage où Léo nous rejoint pour discuter. Et puis évidemment, c'est quand on regarde pas qu'il y a une touche à ce moment-là, quoi. Ah, j'ai bien vu la canne plier et là, c'était pas le vent. Sur laquelle? C'est là, hein? C'est très léger, mais en gros, le sion, il a été tiré doucement. Il a fait ça. Et Léo nous porte chance ou quoi? Pas une touche de la journée et puis là, t'arrives 2 touches. Bon, si ça peut s'énerver un peu. S'il faut, il y a 2 carpes qui sont passées dans le fil. Ça y est, notre pote Léo est reparti. Donc on va encore répondre à quelques questions. Bon, il y a eu 2-3 petites touchettes, mais rien de franc du collier. Ce serait bien qu'on arrive à faire un poisson quand même, mais la pêche est vraiment pas simple en ce moment. Et puis bah, ça coïncide bien avec la question qui est juste là, que j'ai. Ça vous arrive jamais de faire capot? Bah si. Alors,
je voulais faire un petit message de prévention par rapport à ça. Ouais. C'est que dans les vidéos, ça reste aussi des condensés. On est là pour montrer des vidéos intéressantes, donc avec de la pêche et du poisson. Ouais. Mais dans la réalité des choses, bien sûr qu'on enchaîne des sessions sans poisson ou avec peu de poisson. Donc faut pas dépiter, déprimer, parce que les vidéos c'est des condensés de globalement succès, même si on essaie de montrer quand même les échecs, les remises en question. Ouais. Donc, Tout en restant dans un truc, oui, bien sûr qu'on se mange des capots. Là, on n'a pas fait un poisson pour l'instant. Après, c'est pas non plus le thème de la vidéo, parce qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. Oui, voilà, c'était histoire d'avoir des cadres. Mais voilà, je pense qu'on a bien répondu. Ouais, pour donner un exemple concret, en 2025, en 2 semaines, j'ai dû faire un broc et 3 perches. Donc c'est vraiment la misère. Quand c'est dur pour tout le monde. Mais voilà, si on le met pas en vidéo, pour être tout à fait honnête, c'est parce que déjà en vidéo, je trouve ça bien moins intéressant. Et aussi parce que dès qu'il n'y a pas de poisson, concrètement, les statistiques YouTube en pâtissent. On va pas se mentir, ça fait moins de vues. Hein, clairement. Ah oui, parce que les gens veulent voir aussi du résultat du poisson. Ils veulent comprendre quelle démarche tu as fait pour réussir à débloquer la situation. Donc on montre quand c'est très difficile, mais en général on finit par réussir sur quelque chose. Puis la majorité. Et on va pas montrer des vidéos, on va pêcher pendant 20 minutes et finalement il se passe rien, ça n'aurait pas de sens. Puis la majorité, quand ils font un capot, moi le premier, si je regarde une vidéo, j'ai pas envie de voir un mec faire capot, j'ai envie de voir des poissons quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, je pense que c'est bien répondu. Moi j'en ai une. Ouais, dis-moi. Qui est intéressante. Spinning ou casting? Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Personnellement, je préfère pêcher en casting. C'est un choix. Je préfère pêcher en casting, mais chacun des deux a ses avantages. Si on fait un gros résumé, sans rentrer dans la technique, un gros résumé, la spinning c'est intéressant pour pêcher loin, pour lancer loin, et la casting c'est plutôt intéressant pour pêcher précisément, on va dire. Avec des plus gros leurres, voilà. moins fatigués. En général, on pêche plus light avec des spinning et plus costaud avec des castings, même si c'est pas toujours vrai. Là, on fait une globalité, on rentre pas dans la technique. Et puis moi, étant donné que je pêche beaucoup le brochet, notamment avec des leurres assez conséquents, je préfère quand même pêcher en casting. Je trouve ça plus sympa et plus confortable. Mais si vous débutez la pêche, pour être polyvalent, une petite spinning en 10-30 grammes ou en 5-25 dans ces eaux-là, ah ouais, c'est hyper polyvalent. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez lancer loin. Vous pouvez quand même être relativement précis en spinning. Donc c'est pas parce que vous voyez beaucoup de casting et que c'est populaire qu'il faut impérativement pêcher en casting. Surtout qu'en général, pêcher en casting, pour un bon ensemble casting, il faut mettre un budget un petit peu plus conséquent que le spinning. Ouais, en général. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la question est répondue. Et là, en regardant, je suis tombé sur une question intéressante. Penses-tu des fois à arrêter YouTube à cause de la popularité? Ah oui, elle est intéressante celle-là. C'est le... Moi, ça m'intéresse pas du tout la popularité et ça m'intéresse pas de mettre ma personne en avant. Si je peux mettre d'autres personnes comme j'ai pu le faire sur la chaîne en avant, ça me plaît d'autant plus, comme j'ai pu le faire avec le petit Martin qui est plein de talent, que j'aime beaucoup. Quand je fais des vidéos avec toi ou avec d'autres personnes, ça me fait trop plaisir parce que je suis d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'être spécialement l'acteur principal, ce qui m'intéresse, c'est de partager. Après, du coup, c'est vrai que maintenant, avec l'ampleur de la chaîne, du coup j'ai pris en popularité ou en visibilité et non, je ne pense pas du tout arrêter la chaîne par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a ces contraintes je deviens à moitié parano parce que maintenant c'est plus qu'au bord de l'eau que je me fais reconnaître, c'est au restaurant, dans des lieux publics et je vois Super rue, dans des endroits improbables et c'est trop un plaisir de vous rencontrer, mais quand c'est dans des lieux où c'est ma vie privée qui est engagée, où je suis avec ma copine ou des personnes, et que je vois les personnes me jeter, me fixer du regard, et du coup qu'ils viennent pas me voir, c'est trop gênant. Ouais, c'est gênant, c'est stressant. C'est perturbant, mais non, pas du tout. Je compte pas du tout arrêter à cause de la popularité. C'est pas le truc qui me plaît le plus, hein, franchement. Non. Loin de là, mais non. Ok. Mais écoute, question intéressante. Moi de mon côté, je pense que je suis pas assez populaire déjà pour arrêter pour ça. Problème réglé. Non, ça c'est pas un truc qui me dérange particulièrement. J'ai déjà pensé à arrêter plusieurs fois, mais c'était pas pour ces raisons-là. C'est juste des grosses remises en question sur des périodes creuses où les vidéos marchaient pas forcément
tout était aligné pour être un peu pénible, on va pas se mentir. À ces moments-là, c'est des moments intenses. Et ces moments-là, ouais, j'y ai déjà pensé. Après, voilà, j'ai jamais été vraiment dans cette décision d'arrêter ou quoi que ce soit, mais j'y ai déjà pensé parfois. Mais c'est plus à l'heure du jour. Voilà. Moi, j'ai pas. Enfin, je pense que j'aurais pu arrêter la chaîne il y a 1 an parce que je pense que j'étais à ça du burn-out. Ouais, Ouais, j'étais à ça. Ouais, j'entends bien. Ouais. Et puis bah, la chaîne a évolué, j'ai pris les bonnes décisions, Alexandre est rentré dans l'équipe et maintenant on peut tenir la charge de travail qui est énorme. Ouais, ça change la donne. Ça change la donne. Ouais. Il y a plein de contraintes qu'on ne connaît pas derrière une entreprise, quand il y a des gros projets. C'est beaucoup de temps, d'investissement. Ouais, carrément. Et tout seul, quand tu veux augmenter en qualité et en régularité, c'est pas évident. tu te tues à la tâche et à la fin, tu t'essouffles, quoi, et c'est pas le but. J'ai un peu connu ça aussi, à un moment. Voilà. Et là, oui, il y a eu des remises en question. Là, c'était dur. C'était dur de savoir quand tu sais pas où tu vas ou. Quand la vie sociale saute, en fait, le truc, c'est qu'on en parlait tout à l'heure de cette vie sociale qu'on met un peu en suspens, le temps de lancer la chaîne Mais ça peut pas durer indéfiniment. On taffe comme on voit personne. Et moi, je l'ai fait. Et au bout d'un moment, là, j'étais obligé de prendre un peu plus de temps pour moi. Maintenant, j'en prends beaucoup plus. J'essaie d'éviter du plus que je peux de travailler les week-ends, même si bon, c'est pas trop vrai. Mais j'essaie du plus possible et de voir ma famille, de voir mes amis, tout ça. Ça fait du bien et ça permet d'avoir ce temps de repos qui est nécessaire pour repartir de plus belle la semaine d'après et puis envoyer du c'est le piège de tous les métiers passion, c'est que vu que tu es passionné, bah, tu travailles tout le temps et il faut faire très attention à ne pas perdre un équilibre dans sa vie. L'équilibre, il passe par plein de choses. La famille, les amis, le travail, les relations sociales, la santé. Et ça peut très vite se déséquilibrer quand on a un métier passion. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Bon, bah, je pense que là, on a sur ces belles paroles, sur ces belles paroles, on a répondu à une grande majorité des questions et puis des questions qui étaient le plus revenues et celles qu'on trouvait aussi pertinentes. Si vous avez des questions différentes ou qu'on n'a pas répondu, alors on n'a pas pu répondre à toutes les questions évidemment. Sinon, la vidéo durerait, je pense, une journée complète. Ouais, c'est clair. Mais n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On sera ravis de jeter un œil, d'y répondre. Ouais, carrément. Carrément. Bon, la pêche, par contre, on aura bien répondu à vos questions, mais la pêche aura été exécrable au possible. Eh bah oui, on fait capot. Voilà, la preuve en image. Oui, on fait des capots. Même au feeder, quoi, sans déconner. Et pourtant, c'est gavé de carpe ici. Ouais, c'est vraiment gavé de carpe, d'amour blanc. On a eu une petite touche, mais voilà, même sur des milieux qui sont quand même renfermés avec beaucoup de poissons, bah, on peut ne rien prendre. La preuve en est. Ouais. Donc, les périodes froides comme ça, c'est pas évident. Donc sur ces belles paroles, comme d'habitude, moi je vais vous dire likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos mais sans être abonné. C'est hyper important pour nous, ça nous soutient. Constantin est déjà parti ranger les cannes. Attends, des fois qu'il y a un poisson au bout. Ouais, c'est clair. Et puis bah voilà, abonnez-vous, ça ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo pure pêche sur la chaîne. Allez, ciao!